Deux vieillards s'échangeant des lettres. Le premier, un mathématicien juif, le second, un poète homosexuel. Le premier est endeuillé par la perte de sa femme, qui fut son seul amour. Le second, qui n'a connu de l'amour que des promesses esquissées, que des gestes singeant l'amour, aura passé sa vie dans le deuil, mais un deuil gai, mélancolique, un deuil organisé autour de la perte fondatrice. Quelque temps après la mort de l'épousée, le vieux mathématicien découvrit au fond d'un placard une pile de revues consacrées à la mémoire d'Auschwitz. Et il reconnut bien là la délicatesse de sa femme. Il ne l'aima que davantage, qu'elle ne fut plus là pour recevoir ses effusions, n'avait aucune importance. Oh, puis si. Il fit part de cette découverte à son ami poète. N'est-il pas étonnant que ma femme n'ait jamais osé me parler de cette abomination qui a exterminé toute ma famille? Elle voulait comprendre tout en préservant ma joie. Nous avions besoin de notre joie commune, elle et moi. Vous ai-je écrit que la famille de ma femme provenait des milieux socialistes et anarchistes de Bruxelles, que son père avait une bibliothèque pleine de livres sur Proudhon, la Commune de Paris, les ouvriers de Namur. Bibliophile et révolutionnaire, il aurait sacrifié sa bibliothèque pour la cause. L'apparition funeste du moustachu végétarien a tout ravagé. Il ne se consola jamais que cette autodafé n'eut pas lieu. La vieille humanité, pleine de racines poisseuses, on l'atomisa autrement. Ma femme s'est exilée en emportant les restes de la bibliothèque qui n'avaient pas été dispersés. Les bibliothèques sont aussi des promesses d'éternité. Sans ces promesses, même vaines, nous mourrons avant la fin du jour. L'amour, de l'amour, je n'ai connu que les reliures. Je n'ai vu que les dos ou les épines. J'ai effeuillé le tranchant des liaisons soudaines, pliées, abandonnées comme un livre de poche sur un banc de métro, lui écrivit le poète. Les deux hommes avaient traversé le siècle dans un deuil permanent. Le poète, homosexuel, porta très tôt le noir du deuil. Ce noir ancré, à la fois encre et encre, tatouage froissé de l'immobilité à la peau. Rien ne sert de partir, la peine n'en sera que plus grande. Le mathématicien juif, lui, ne savait que partir. Aucun calcul ne saurait le retenir. Il vendit tout, offrit les livres à ses deux fils qui n'en voulurent pas, et s'acheta un petit condo à Tel Aviv. Il n'allait pas mourir, non, dans le silence de glace du Canada. Les deux hommes continuent de s'échanger des lettres, et les deux hommes signent leurs lettres avec leur prénom. Anatole, William. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et je vous lis donc 3 poèmes de William, ce fameux William Cliff, poète belge. Souvent, quand je marche dans ma rue, je vois une laide vieille femme qui a beaucoup de grosses boules de peau attachées à ses paupières. Elle parle avec des hommes. Par exemple, un Algérien au visage tout ridé et des cheveux teints en roux. Elle a l'air très malheureuse et sale. Or, aujourd'hui, elle me fait signe. Je n'aime pas beaucoup lui parler, car elle me répugne. Mais tout de même, je vais vers elle et elle me dit, avec son accent bruxellois, « Vous voudriez pas porter mon charbon dans mon appartement? »
Je suis un peu embêté. J'aimerais mieux passer mon chemin et n'avoir rien à faire avec cet être que je ne veux pas reconnaître comme l'un de mes frères en la race humaine. Mais je surmonte ma répugnance. Je saisis, en veillant à ne pas trop me salir, le sac de charbon et je monte des escaliers tout noirs. Elle me suit difficilement à cause de sa vieillesse, de son corps, de son cœur fatigué, de ses jambes trop rouillées. C'est ici qu'elle me dit. Je m'arrête et, toute soufflante, elle cherche ses clés, ouvre la porte. J'entre et lui demande où je dois déposer son charbon. Alors elle insiste pour que je reste un moment avec elle. Je n'ai pas envie. Je préférerais me trouver avec quelqu'un de beau, gentil, jeune. Mais sa vieille cervelle lui dit qu'elle doit insister et elle insiste. Je n'ose pas la chagriner. Ou peut-être mon restant d'éducation catholique me met dans un tel état que je me sens obligé de rester, de m'asseoir comme on l'ordonne et d'accepter une tasse de café. Que pourra me raconter cette vieille? Sinon des jérémiades, toujours les mêmes, les éternelles plaintes de vieux, les interminables narrations de maladies, de malheurs et de morts. C'est bien ce qu'il me fallut, hélas, subir pendant 1 heure. Après quoi je me levai et lui dis poliment adieu. Elle se mit alors à ricaner. Par où sortir? J'étais son prisonnier. De ce jour date mon calvaire. Complètement nu, il m'est impossible de fuir. En général, ses assauts se limitaient à la fellation. Je pense que toute l'eau de la terre n'aurait pas suffi à me laver du dégoût qui m'engluait. Un jour, elle me ligota sur le plancher, poignets et jambes écartées. Elle me versa de la crème vanille sur mes parties intimes et se mit à la laper en faisant un bruit horrible. Ce traitement dura plusieurs semaines. Il en résulta que de mâle que j'étais, je devins femelle. Je suis actuellement serveuse dans un gay bar. Pour le moment, je plais, mais jusqu'à quand? La vie est bizarre. Elle nous mène et nous mène. Nous la laissons faire car c'est elle toujours qui finit par avoir raison contre ce que nous voudrions qu'elle nous donne. Au fait, le titre de ce recueil de poésie de William Cliff, c'est « Écrasons-le ». Sans doute cette petite lecture saura plaire à ma secrétaire, poilue et anarchiste, Michel Bélisle, en qui je fonde beaucoup d'espoir pour raviver la flamme délinquante de l'homosexualité, car, selon moi, les homosexuels d'aujourd'hui sont devenus des straights comme tout le monde. Le politiquement correct gay est pour moi très difficile à prendre. Et les grands délinquants, les grands dissidents, les grands révoltés nous manquent. Que dirait Pasolini du village gay? Qu'en penserait Fassbinder? Sans doute Pasolini se coucherait au beau milieu de la Gay Pride en hurlant que c'est une abomination. Et sans doute Fassbinder s'ouvrirait les veines dans le sauna Saint-Mathieu. Et Jean Genet écrirait un texte contre la marchandisation de l'homosexualité. Mon Dieu, comme il est difficile, quand la nuit est déjà fort avancée, de s'en retourner tout seul dans un lit trop grand pour un seul homme et son sommeil. À ce moment tragique pour beaucoup, la bière
amer noie bien des esprits. Des corps trop jeunes et purs se livrent aux vieux boucs de taverne et se perdent avec toute la divinité en eux préservée, jusqu'à cette heure où les destins chancellent, ou pleurent de n'avoir pas su s'écrouler avec d'autres carcasses dans la crasse anonyme des heureuses limaces. Quartier Nord. Tu vois ces maisons en lambeaux, ces réservoirs de crasse, ces trottoirs éventrés rongés de grues et de mélasses, ces vieux bordels où quelque peu encore ces flasques saints montrent aux enfants pour mieux les informer sur leur destin. Tu vois, mon bon ami, ce qu'il advient de notre monde. Étrange et pourtant vrai, la terre tourne encore autour du soleil, et pendant qu'elle accomplit ce vaste tour en un jour, nos bambins font leur chemin dans la pénombre. Comme le lent métro qui plonge au ventre des cités et qui rend par moments des hurlements d'épileptiques, vois-tu le soleil s'enfoncer dans ses plâtres et ses briques en crachant des insultes au nez de ta modernité? Tes buildings sont grotesques avec leurs paillassons de maisons en dérive. Et tu crois que ton World Fuck Center pourra changer, qu'on soit en Fuck Belgium Bitch, proie d'un tas de rats qui ne peuvent bander qu'avec du fer et du béton. Mais ces enfants mal nourris, boutonneux, vont-ils laisser leur chair s'emprisonner dans l'uniforme et leurs poumons respirer du dégueulis d'auto, leur sexe baiser un autre sexe informe avant de sombrer pour de bon? Les grues, malgré la crise, arrachent en gémissant l'écorce, abandonnée par les fourmis honteuses du quartier nord. La Seine roule un excrément dans la lumière atroce d'un jour mourant où Baudelaire ricane et puis s'endort. Alors, ce recueil de poèmes de William Cliff a été publié en 1976, il y a près de 40 ans. Je vous le remonte à l'écran. Et la petite introduction que je vous ai lue, c'est que Anatole, dont je vous ai parlé l'année dernière, eh bien, il a eu un échange de lettres avec ce poète William Cliff. Deux vieillards esselés qui s'écrivent. Alors, et Anatole, curieusement, ne m'a pas dit un seul mot sur le caractère absolument subversif de la poésie de Cliff. Et hier, c'est par hasard, bouquinant, que je suis tombé sur ce livre-là de Cliff, qui a été publié aussi dans la collection, le Gallimard, les poètes, là, la collection des poètes, non pas des poètes d'aujourd'hui, le nom m'échappe ce matin. Et donc, c'est un poète établi. C'est un poète établi, mais vous avez pu l'entendre. Quel poète et quelle douceur, quelle tendresse, quelle colère. Alors voilà, les deux hommes s'échangeaient des lettres. Mon ami Anatole m'a montré les lettres manuscrites de William Cliff. J'étais assez ému de voir ça. Et ce matin, hier, j'ai lu ça. J'ai passé ma soirée à lire ce recueil. J'en lisais à voix haute. Dans mon lit, la poésie doit être lue à voix haute, je pense. Elle doit être offerte. Et ben, je me disais que je vous ferais une petite vidéo ce matin. Alors, c'est fait. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Puis voilà. Alors, bonne journée. Portez-vous bien.